Et aujourd'hui, nous allons regarder la partie documenter et partager. Moi, c'est Alice van Relstraat. Je travaille au FIDA pour le programme OP en ACP, FO for ACP. Et je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour continuer notre cours sur la capitalisation d'expérience. Sophie? Oui, et moi je suis Sophie Trenem, je travaille pour la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et je travaille en communication pour le développement. Ce programme a aussi lieu dans le cadre de Yenkasa Africa, qui est une initiative régionale sur la communication pour le développement rural. Et gentiment, Francesco vient de partager le lien sur Yenkasa Africa. C'est d'ailleurs sur cette chaîne de Yenkasa Africa que vous retrouverez tous les enregistrements qu'on va mettre sur YouTube, la chaîne YouTube de Yenkasa. Alors, qu'est-ce que la capitalisation d'expérience? Je le dis pour ceux ou celles qui n'auraient pas assisté au webinaire précédent. En fait, la capitalisation d'expérience est un processus systématique, itératif, donc on commence, on recommence, participatif, parce qu'on veut inclure différentes perspectives, par lequel une expérience est analysée et documentée. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la documentation. Les connaissances qui en résultent peuvent être partagées, et nous allons parler du partage aujourd'hui également, et valorisées pour générer des changements. Et la valorisation sera vue dans le webinaire prochain. Mais il y a également d'autres termes pour parler de la capitalisation d'expérience. Alice, comment est-ce qu'on dit ça dans les autres langues? Effectivement, nous, on utilise capitalisation d'expérience, mais on peut aussi parler de la systématisation, process documentation, knowledge management. Il existe plusieurs termes pour dire la même chose. C'est toujours un tout petit peu différent, mais on parle vraiment du même processus dans lequel on va regarder une expérience et regarder les leçons qu'on peut en tirer pour améliorer nos pratiques. Donc, on a différents termes, mais on a les mêmes objectifs. Très bien. Et en fait, cette capitalisation d'expérience que nous avons intitulée Capitalisation d'expérience pour un apprentissage continu est en fait un cours qui existe en ligne sur l'Académie numérique de la FAO. Et ce cours existe en plusieurs langues, en français, mais également en anglais, en espagnol et en russe. Et Francesco partage avec vous notamment tous les liens vers ces cours. Alors, j'ai une bonne nouvelle également, c'est que le cycle d'apprentissage du cours est remis, donc le petit bug a disparu. Donc, je vous invite à faire le cours en ligne, donc accéder à la version en ligne. Pour le télécharger, il y a encore des petits soucis, donc je vous conseille vivement de le faire en ligne. Nous allons maintenant, Alice va nous expliquer où nous en sommes dans le cours. Comme ça, vous pourrez vous repérer. Effectivement, donc comme déjà annoncé, on est déjà au 4e webinaire de notre série de 6 webinaires. Et pour ceux qui auraient raté un ou plusieurs webinaires, n'hésitez pas à consulter sur yenkasa.org où vous allez trouver des récapitulatifs de chaque session et aussi les liens vers les enregistrements. Donc, vous avez encore le temps de vous rattraper et de consulter ce qui a été partagé auparavant. Donc maintenant, on est dans la partie de la mise en œuvre du processus de capitalisation. Donc, il y avait la préparation et ensuite, on est entré dans la mise en œuvre. Et le webinaire précédent, nous avons regardé comment collecter, organiser et analyser les informations.
Et on a aussi regardé le rôle de la facilitation. Donc ça, c'était dans le webinaire 3. Et aujourd'hui, dans le webinaire 4, on va vraiment regarder la partie qui va traiter de la documentation de ces expériences et de leur partage. Tout d'abord, nous allons commencer avec la partie documentée. Donc, dans les 4 étapes de la mise en œuvre, nous nous trouvons maintenant à l'étape 3. On a déjà recueilli les informations qui provenaient de plusieurs sources et on les a déjà organisées de façon qu'elles soient faciles à retrouver et à utiliser. Ensuite, on a analysé ces informations et maintenant, on arrive à l'étape de la documentation où on va mettre par écrit ce que nous avons pu analyser et constater lors de notre processus de capitalisation. Et vous allez voir qu'en fait, la rédaction est une phase essentielle parce que peu importe le produit, la manière dont vous allez documenter, à un moment donné, vous allez devoir passer, vous devez passer par cette phase d'écriture. Et donc, c'est pour ça que dans cette leçon-là, nous expliquons, nous donnons des conseils sur comment vous y mettre, comment se lancer dans cette phase de rédaction qui est essentielle à la production. Parce que ce soit pour un script d'une émission radio, pour la préparation d'une vidéo ou même d'une pièce de théâtre, on va passer par l'écriture. Donc, que ce soit des notes, que ce soit des idées, on passe par cette première phase-là. Et Alice va vous en dire un petit peu plus aussi sur les différents types de formats que vous pouvez utiliser pour documenter. Donc, comme bien dit, que l'écrit est très important, c'est une étape très importante dans notre processus. On va aussi regarder des autres formats dans ce webinaire. Donc, il n'existe pas seulement l'écrit, on va aussi regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec des photos, qu'est-ce qu'on peut faire avec des vidéos et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'audio. Alors, vous allez nous dire, mais par où on commence pour rédiger nos futurs produits? Alors, c'est très simple. Vous vous souvenez, dans les webinaires précédents, on vous a donné quelques clés. Hein, eh bien, nous allons utiliser les mêmes clés, comme pourquoi. Donc, quel est le but de ce que je vais écrire? À qui je le destine? Sur quoi je vais focaliser et de quelle manière j'ai envie de le faire. Donc, pourquoi? Quel est l'objectif du produit? Quel est mon public cible? Quel est le type de produit que je veux avoir? Et comment la façon dont vous allez écrire le produit final. Donc voilà, ceci est une manière de se lancer. Mais Alice, il y a aussi des principes d'écriture. Quels sont-ils? Effectivement, on ne peut pas écrire n'importe comment parce que le but, c'est quand même de partager ce qu'on a pu constater. Et donc, les informations, il faudra bien les structurer et s'assurer qu'ils soient bien écrits. Sinon, c'est toujours très difficile de bien les partager. Alors, il y a certains principes. Ça doit être concis et précis. Ça doit être lisible et intelligible. Ça doit être intéressant et il faut être rigoureux. Donc, dans notre façon d'écrire, il faut vraiment s'assurer qu'on arrive à avoir un document qui est intéressant et pertinent, pas trop long, pas trop court, avec assez de détails pour que les gens puissent réellement apprendre quelque chose. Si c'est un peu vague, on n'aura pas les éléments précis qui vont nous aider à améliorer nos pratiques. Donc, il y a quand même des principes qu'il faut prendre en compte. Alors, pour préparer cette phase d'écriture, il faut un petit peu réfléchir. Donc, on va devoir stimuler sa réflexion et organiser le contenu. Alors, stimuler sa réflexion, il y a différentes manières de le faire. Hein. Vous pouvez déjà avoir un petit carnet de notes et sachant que vous allez en fait faire des produits de votre capitalisation, vous pouvez prendre des notes
régulièrement et y revenir. Vous pouvez aussi faire une arborescence, hein, le mind mapping, pour savoir un petit peu, OK, quelles sont toutes les choses auxquelles je dois penser et où ça va. Et puis, si vous êtes déjà un petit peu plus sûr de ce que vous voulez faire, vous pouvez commencer à organiser votre contenu, c'est-à-dire faire une sorte de table des matières. Donc maintenant, nous allons vous donner d'autres conseils. C'est en fait pour comprendre quelles sont les étapes de la rédaction. Voilà, donc ici, on voit un tout petit peu un aperçu des étapes qu'on peut suivre pour arriver à un document qui est bien structuré et qui contient toutes les informations nécessaires pour avoir une bonne documentation de notre expérience. Donc, tout d'abord, on va développer les grandes lignes. On va écrire des introductions pour chaque section. On rédige une première version. On va relire et reviser. Puis, on va ajouter une introduction générale et une conclusion, solliciter un feedback de notre équipe et des acteurs externes et faire une révision finale. Ce qui est important, c'est un processus qu'on ne doit pas forcément faire seul. Comme on dit, il y a des différentes versions, il y a différentes personnes qui peuvent contribuer. Et comme dans chaque équipe, chacun a ses forces et ses faiblesses, ceux qui ont plus de facilité à écrire peuvent aussi aider les autres à intégrer leurs perspectives en faisant par exemple des petites interviews. Quelqu'un qui a plus de difficultés à mettre ses pensées et ses idées sur papier peut parfois être aidé par un autre collègue qui a plus de facilité à écrire en faisant des petits dialogues, des discussions, des interviews. Donc, sur les différentes versions, différentes personnes peuvent contribuer de leur façon. Il est très important de toujours le faire en tant qu'équipe pour que tout le monde puisse aussi revoir ce qui est reflété dans le document correspond aux différentes perspectives et différentes réalités que différentes personnes puissent avoir comme point de vue. Et donc, en fait, là, on vous donne quelques petits conseils sur comment est-ce qu'on sollicite un feedback. Et donc, il y a différents types de feedback qu'on peut obtenir. Il peut avoir un feedback par rapport au contenu. Est-ce qu'il est complet? Est-ce que j'ai bien présenté les informations? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement distraire le lecteur? Donc, il faudrait plutôt couper un petit peu. Puis, il y a le feedback sur la grammaire, des fautes d'orthographe. Là, c'est assez simple. Puis, il y a des choses plus intéressantes qui sont quand même très importantes. C'est l'interprétation et l'analyse. Et vous vous souvenez que dans la phase précédente, on a travaillé sur l'analyse. Donc, il faut voir est-ce que l'argument et la manière dont on va écrire tient bien, est cohérent, c'est logique, que l'argumentation est convaincante et est-ce que j'ai assez bien élaboré mon analyse, est-ce que j'ai mes preuves et tout ça. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir quand vous lisez ce texte, est-ce qu'il est agréable et puis alors, comment est-ce qu'il est organisé. Il y a quelques petits trucs que l'on donne souvent, c'est pensez que vous écrivez pour votre grand-mère et est-ce que votre grand-mère arriverait à comprendre ce que vous avez écrit? Et si vous pensez qu'elle pourrait comprendre, eh bien, c'est bon, vous êtes clair, précis, concis et vous avez fait une bonne analyse. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la phase du partage. Voilà, donc cette étape de documentation et mettre les choses à l'écrit, c'est vraiment essentiel. On n'est pas toujours, tout le monde aime écrire et s'y mettre et on a un peu de difficultés, mais ça aide vraiment à structurer nos pensées, nos réflexions, notre analyse. Et en le mettant par écrit, on a une bonne base pour ensuite passer peut-être à des formes qui seront plus appropriées pour le partage. Donc, comme on a dit, après la documentation, on arrive à la dernière partie de la phase de mise en œuvre du processus de capitalisation, c'est le partage de cette expérience avec les différentes parties prenantes.
Quand on parle de partage, on parle de communication. On va partager ce qu'on a pu mettre dans notre document à travers la communication. Et donc, quand on va parler de communication, on va aussi parler de la mise en place d'une stratégie de communication. C'est bien de faire cette réflexion et de préparer une stratégie de communication qui fait une partie intégrante de notre processus de capitalisation d'expérience. Car si on ne partage pas de façon appropriée avec nos publics cibles, on aura fait une capitalisation qui ne servira pas à grand-chose. Alors, ce partage se fera autant en interne, donc notre équipe, notre organisation peut profiter de ce processus, de ces leçons que nous avons tirées de ce processus, mais aussi en externe. Donc, il y a plein de parties prenantes qui pourraient bénéficier du travail que nous avons fait jusqu'à cette étape et on veut s'assurer que ces informations arrivent de façon appropriée chez les personnes qui pourraient en bénéficier. Alors, en fait, ce qui est bien, c'est de développer une stratégie de communication, ou en tout cas un plan, au moins un plan de communication. Et l'idéal, c'est évidemment de le faire en équipe et de mettre votre stratégie par écrit, de la consulter régulièrement et de la consulter évidemment avec les différents membres de l'équipe. Ne soyez pas trop compliqués, hein, la simplicité est de mise. Vous réfléchissez au nombre de produits que vous allez pouvoir élaborer. Essayez de faire en sorte que ces produits soient élaborés de manière participative. Et puis, vous pouvez aussi élaborer des produits intermédiaires. Alors, je m'explique un petit peu. Dans un projet que nous avons eu, qui était sur le warantage, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait parler à différents publics cibles sur le warantage. Et donc, en fait, quand on parlait aux décideurs politiques, on a fait une fiche politique assez brève qui expliquait quelles étaient les problématiques et les possibles solutions. Lorsqu'on s'est adressé aux agriculteurs, on a élaboré toute une série de fiches de bonnes pratiques avec des dessins qui illustraient exactement ce qu'on voulait dire. Et donc, selon le public cible, le même contenu a eu différents types de produits. Et ce qui est important, c'est comme en communication pour le développement, puisqu'on va travailler avec les populations, c'est aussi de voir quels sont les canaux et les produits de communication qui leur conviennent le mieux et qu'ils apprécient le plus. Et c'est pour cela que, par exemple, la radio va être souvent utilisée parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est encore un des moyens de communication les plus écoutés, mais il peut y avoir également d'autres types de produits comme de la vidéo ou comme éventuellement même des pièces de théâtre. Voilà, donc développez votre stratégie. Et maintenant, Alice, comment est-ce qu'on élabore cette stratégie? Voilà, pour arriver à une stratégie de communication, on a différentes étapes qu'on va parcourir et ça, ce sera valable d'autant pour les publics internes ou externes qu'on veut atteindre. Chacune de ces étapes sera expliquée dans les prochains slides, mais je vais déjà les parcourir. Donc, on va identifier les publics cibles qui on veut atteindre, identifier les objectifs de communication, pourquoi on veut communiquer ce message, convertir ces objectifs dans des messages clés très précis, sélectionner les produits et les canaux qui seront les plus appropriés, ajouter des détails dans notre plan et inclure aussi le feedback. Pour faire cela, dans le cours, comme dans les autres modules, il y a une petite fiche qui vous pouvez utiliser comme point de départ à remplir pour élaborer votre stratégie de communication. Donc, comme dans chaque leçon, ces outils sont disponibles et à télécharger dans le cours en ligne
sur la plateforme de e-learning de l'AFAO. Alors, ce qui est très important, vous vous souvenez, hein, je vous ai parlé des premières questions qu'on va se poser par rapport à pourquoi, l'objectif et pour qui, le public cible. Donc, ce qui est important et ce que je vous ai, c'est de voir avec, pour qui vous écrivez cela. Est-ce que ce sont pour les personnes qui ont été impliquées, donc ça va vous permettre d'améliorer ce que vous avez fait, ou bien est-ce que c'est pour des personnes qui n'ont pas été impliquées, et de là, il faut réfléchir à tout ce que ces personnes-là devraient savoir si elles voudraient faire la même chose que ce que vous avez fait. Et donc, vous allez, selon vos publics cibles, également modifier un petit peu le contenu et les produits que vous allez avoir. Donc, maintenant, nous allons passer en revue les différents types de produits. Voilà, donc une fois qu'on a bien identifié nos publics cibles, nous allons regarder quels produits pourraient leur convenir et qu'on va utiliser. Donc, on a parlé des produits écrits, on a aussi les produits visuels. Ça peut être des bandes dessinées, par exemple, qui peuvent illustrer une pratique de façon simple, ou des livres avec des photos, par exemple. On peut avoir les produits audio, donc les émissions radio, mais aussi les podcasts et autres, les produits vidéo et bien sûr les produits web qui sont répandus partout et qui peuvent être très utiles pour atteindre beaucoup de gens. Alors, il faut vraiment qu'on puisse aussi s'assurer que dans un même groupe de notre public cible, il peut y avoir des préférences différentes entre, par exemple, les hommes et les femmes ou les jeunes et les plus âgés pour accéder à certaines informations. Donc, même dans un groupe cible, il faut toujours réfléchir quel produit va convenir mieux à notre groupe qu'on veut atteindre et on va aussi s'adapter en fonction. Donc maintenant, nous allons regarder un petit peu. Nous avons fait une liste ici des produits de communication. Alice vous a déjà un petit peu mis la puce à l'oreille sur les différents types de produits. Donc, nous avons en fait essayé dans le cadre du cours et aussi à travers nos expériences, nous avons déterminé qu'en fait, dans les produits écrits, on pouvait trouver des fiches de bonnes pratiques ou des fiches d'information, des études de cas, des notes d'orientation, des notes conceptuelles. On peut avoir des communiqués de presse, des articles de presse. On peut avoir des bulletins d'information, des brochures, des dépliants, des guides, des manuels. Au niveau des produits visuels, des infographies. Ça, c'est vraiment très sympa parce que parfois, les infographies sont très visuelles et permettent d'expliquer ce qu'on peut comprendre en lisant un long document. Et là, c'est aussitôt clair comme de l'eau de roche. Donc, à utiliser. Même chose pour les posters et les affiches, des dessins humoristiques, des bandes dessinées, des romans photos et des boîtes à images. Tout ça, ce sont des produits visuels et il y en a peut-être plus maintenant. Mais je vous invite véritablement à les explorer car ils sont très intéressants. Puis les produits audio, évidemment, nous avons les monologues scénarisés, des interviews, des feuilletons radiophoniques, des documentaires, toutes des magazines documentaires, radio. Puis on a les produits vidéo qui peuvent être une vidéo de formation ou bien une vidéo participative ou même documentaire ou même carrément un film. Et au niveau des produits web, on a tous les produits sur les multimédias, les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est formation en ligne. Voilà, en fait, pour les produits. Et il y a aussi les canaux, n'est-ce pas? Voilà, donc on a les produits, mais aussi les canaux. Et là, de nouveau, il faudra bien regarder qu'est-ce qui correspond le plus à notre public cible.
Ce qui est important ici, c'est que souvent, on bénéficie d'utiliser plusieurs canaux de communication. Donc, pas un seul, parce que les gens aiment bien parfois lire quelque chose, mais aussi regarder une vidéo. Et ces différents canaux de communication peuvent être complémentaires. Comme nous faisons par exemple avec ce cours. On a en même temps des webinaires dans lesquels on est ensemble et on travaille ensemble. Et en parallèle, vous pouvez aussi suivre le cours sur le web, sur la plateforme de la FAO, à votre propre rythme. Donc, ce sont des informations qui vont être complémentaires. Et c'est de même avec les canaux de communication que nous allons utiliser dans notre processus de capitalisation. Donc, par exemple, si on veut communiquer avec nos collègues, on peut leur envoyer un email, mais on peut aussi faire une réunion face à face avec eux pour faire passer les informations. Si on veut communiquer avec les agriculteurs, on peut leur envoyer des informations à travers la radio, mais on peut aussi organiser des événements comme des foires au partage, où on fait du face-à-face, où on peut avoir des champs écoles paysans dans lesquels on fait passer un message. Et si on veut, par exemple, partager notre bonne pratique avec d'autres organisations non gouvernementales, on peut publier ces informations sur notre site web. On peut aussi organiser des ateliers ou des réunions avec eux pour partager nos expériences. Donc, multiples canaux, ça renforce l'effort qu'on veut faire sur le partage de nos informations. Alors maintenant, je vais passer en revue ces différents canaux. Donc, canaux conventionnels, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Donc, c'est les médias de masse, les médias de masse, donc journaux, télévision, des documents imprimés ou publicité extérieure, vous savez, les grands panneaux d'affichage qu'on a. Donc ça, ce sont les canaux qu'on appelle conventionnels. Les canaux numériques, c'est en fait le courriel, les médias sociaux, les sites web, des communautés en ligne, comme par exemple notre communauté sur le D-Groups, sur la capitalisation d'expérience, à laquelle nous vous invitons à nous rejoindre. Vous pouvez avoir un blog, vous pouvez partager des fichiers de manière différente sur des plateformes, mais également avec la téléphonie mobile, on a des groupes WhatsApp, Telegram, donc beaucoup de solutions au niveau des canaux numériques. Et au niveau du face-à-face, évidemment, la foire de partage de connaissances, ça c'est très agréable parce que là, on a beaucoup de réunions en parallèle, on a la possibilité de rencontrer, d'échanger, d'avoir des stands. Donc, foire de partage, le théâtre, des visites d'échange. Et ce qui est important, comme le disait Alice, c'est qu'en fait, on n'utilise pas un seul type de produit et un seul type de canal. En fait, on va utiliser et mélanger produits et canaux pour essayer d'avoir le plus d'impact possible. Ce qui est aussi important, c'est que notre stratégie de communication et de partage n'est pas un document statique. Ça va évoluer selon le travail qu'on fait, selon les besoins, selon le feedback qu'on a reçu. C'est important de garder ça aussi comme un document dynamique et qui peut évoluer au cours du temps. Et une fois qu'on a bien mis en place les grandes lignes, les grandes idées, les grands objectifs qu'on veut intégrer dans notre stratégie de communication, on va aussi commencer à mettre un peu plus de détails. On va regarder les rôles et responsabilités de chacun, qui fait quoi et à quel moment. On va regarder le nombre de produits et de placements. Donc vraiment, on va rentrer en détail sur les produits qu'on va vouloir utiliser, le timing de la production et du placement, effectivement le budget qui va aller avec ces différents produits et leur diffusion. Et ensuite aussi un plan d'évaluation. Donc, on va essayer de prendre aussi en compte cet aspect-là pour pouvoir mesurer ce qu'on a fait et regarder l'impact que cette diffusion, que ce partage d'informations a réellement
eu sur nos publics cibles. Donc, ce qui est aussi important, c'est toujours d'avoir un feedback sur cette stratégie. Et donc, le feedback, c'est également, vous vous souvenez, la capitalisation, on l'a fait avec des collègues qui sont, par exemple, qui travaillent en suivi-évaluation, en gestion des connaissances, en problématiques plus techniques. Donc, c'est important de pouvoir également partager avec eux et d'avoir leur feedback. Voilà, de cette manière, nous avons la possibilité de voir comment fonctionne, avoir un feedback. Et maintenant, nous allons passer aux ressources. C'est-à-dire que pour chaque leçon, nous avons une série de ressources disponibles. Et Alice va nous introduire à celles qui sont dans Documenter l'expérience, qui est la leçon 4.3. Voilà, donc ici, nous avons quelques outils que vous pouvez télécharger. Et donc, comme pour les autres leçons, vous pouvez aussi les utiliser pour les remplir. On aura le Canva pour les bonnes pratiques que nous allons regarder en détail. Il y a un modèle similaire de SIAT qui est aussi proposé pour documenter des expériences. Il y aura une explication sur l'atelier d'écriture et pourquoi ça peut être utile, comment l'organiser. Et puis, il y a un exemple plus concret d'atelier de documentation de Jordanie qui vous donnera un petit peu une idée de comment mettre cela en pratique avec un cas précis. Alors, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on vous a présenté le Canva pour les bonnes pratiques. Ce Canva, nous le ressortons maintenant aussi parce qu'il nous aide à documenter. Vous avez utilisé ce Canva pour collecter les informations. Et donc, Alice va vous le remontrer. Voilà, donc ça c'est le Canva, un aperçu de ce template dans lequel vous pouvez documenter votre expérience. Comme vous le voyez, il y a différents éléments qu'on va remplir et à chaque fois, il y a des petites questions qui vont vous aider à réfléchir aux informations qui doivent être incluses dans cette rubrique spécifique. Ceci peut être très utile donc pour n'importe quel produit final que vous voulez produire. Vous voulez faire une vidéo, remplir ce Canva peut vous aider à bien structurer vos informations pour ensuite les transformer dans un autre produit. Mais c'est toujours une très bonne base sur laquelle vous pouvez partir pour faire votre travail. Donc, c'est un Canva qui va aider à documenter une bonne pratique, mais en même temps, si on n'est pas encore à l'échelle de la bonne pratique, on peut aussi l'utiliser pour documenter une expérience et faire une réflexion sur le fait si c'est une bonne pratique ou si on n'est pas encore là, s'il faut encore faire d'autres expériences pour arriver à une bonne pratique. Alors ici, nous avons en fait repris, c'est dans le cours, hein, c'est la liste des produits qui existent dans le cadre du programme Gestion des connaissances et genres qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest. Et la première page que vous voyez là montre un petit peu tous les types de produits que nous avons élaborés. Alors, nous avons fait des publications. Alors, quelle thématique? Sur la gestion des connaissances. Donc, on a fait sur la capitalisation et l'échange de bonnes pratiques. Alors, c'était aussi bien expliquer qu'est-ce que c'est une bonne pratique et comment est-ce qu'on la documente, mais aussi on a expliqué comment est-ce qu'on organise une foire au savoir, comment est-ce qu'on organise des voyages d'échange, qu'est-ce que c'est que la communication, qu'est-ce que sont les clubs d'écoute d'Imitra, les émissions radiophoniques, comment on prend en compte, par exemple, le genre en compte dans des émissions radiophoniques,
accès à la terre. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de types de produits. Puis, on a fait des posters sur ces thématiques, des bulletins, dont le bulletin d'information de Dimitra, qui nous a servi de canal régulier pour partager avec tous les membres. Puis nous avons fait des vidéos, différents types de vidéos, soit des vidéos participatives, des petites interviews ou même des documentaires. Et puis on a fait tout un programme radio avec feuilleton radiophonique. Et puis le cours en ligne dont on vous parle actuellement est un résultat de la capitalisation que nous avons fait au cours de ce programme avec beaucoup de partenaires. Et puis, il y a sur le web tout ce qu'on a pu transmettre. Et puis, alors, il y a tous les produits que nous avons pu réaliser avec des partenaires ou comment des partenaires ont également, eux, partagé des produits qui les intéressaient et qui faisaient référence à ce que nous avions produit. Ce document est donc disponible dans le cours et nous le mettrons également sur le dit groupe de capitalisation d'expérience. Donc, ceci nous permet de vous montrer un exemple. Peut-être le prochain diapositive, c'est les fiches. Alice, nous avons les caisses de résilience, un exemple. Oui, donc ici, vous voyez deux fiches qui vous donnent un petit peu une idée comment ça se présente pour certains projets. Donc, il y a les bonnes pratiques, il y a des expériences qui peuvent se documenter et être partagées telles que. Donc, même dans les produits écrits, il y a énormément de choses différentes qu'on peut produire. Il y a encore d'autres exemples. Oui, on a sur les boutiques d'intrants agricoles. Et là, je vous expliquais, il y a une fiche de bonne pratique, mais on a des fiches d'expérience. Et puis, on a fait aussi un petit kit. Donc, vous voyez, il y a différents types de choses. Ou bien c'est une bonne pratique, ou bien c'est plutôt une information assez courte. Toujours, il faut réfléchir à quel va être mon public et comment ce que je suis en train de produire va être utile. Voilà, donc on ne se limite pas à écrire et à produire des publications. Dans certaines circonstances, d'autres produits sont plus convaincants, sont plus adaptés. Donc ici, on a quelques exemples. On voit une pièce de théâtre qui a été jouée à la COPSAC, une coopérative en Burkina Faso, lors d'une foire de partage. Donc, à travers une pièce de théâtre, on essaye de faire parvenir des messages clés, parfois un peu avec une touche d'humour, pour convaincre les gens à adopter une bonne pratique. Il y en a une autre qui a été jouée par des élèves d'une école devant le ministre de l'Agriculture, aussi ici au Niger. Et Sophie en a déjà parlé. Il y a par exemple aussi donc, des feuilletons radio. Donc vraiment, on fait des petites histoires de feuilletons où on prend des scènes de la vie quotidienne et on va y intégrer des informations aussi de façon humoristique qui peuvent être utiles pour les écouteurs de ces radios et radios rurales avec lesquelles on peut collaborer pour atteindre les agriculteurs dans les différents pays dans lesquels on veut diffuser nos messages. Donc, les possibilités sont multiples. Et avec un peu de créativité, on peut toujours trouver une façon d'atteindre les personnes auxquelles on veut s'adresser d'une façon appropriée et adaptée à leurs besoins et leurs préférences aussi d'écoute ou de visualisation des informations. Alors, nous passons maintenant la leçon 4.4, c'est sur le partage des connaissances.
Et là, les outils qu'on vous a proposés, c'est améliorer les émissions de radio rurale grâce au feedback des agriculteurs basé sur l'éthique. Et nous avons avec nous aujourd'hui une représentante de radio rurale internationale et nous allons lui permettre de parler juste après la finalisation. Donc voilà, comme ça vous aurez quelque chose, un exemple live. On a aussi un exemple du PAM. Puis il y a les fameux produits dont on vous a parlé et qui sont disponibles, tous les produits du programme Gestion des connaissances et genre. Comment on élabore une stratégie de communication, comment on analyse le public cible et comment est-ce qu'on élabore une stratégie de communication. Et nous allons passer en revue d'ailleurs quelques-uns de ces outils juste maintenant. Voilà, donc pour les produits et les canaux de communication, nous avons aussi des autres outils. La Canva pour les bonnes pratiques que nous avons montré juste avant. Il y aura les produits et les canaux de communication, différentes façons de documenter les expériences et les bonnes pratiques, un récapitulatif des canaux de communication et un récapitulatif des produits de communication. Donc, on a vite parcouru les différents types, mais il y a donc plus d'informations dans le cours où vous pouvez vraiment consulter comment faire de la vidéo participative, comment faire des émissions radio. Il y a plus d'informations pour chacun de ces canaux et de ces produits qui peuvent être utiles, ainsi que des exemples concrets qui peuvent vous inspirer. Il y a aussi un outil ici qui s'appelle Écrire pour les oreilles. Donc, c'est un petit outil qui va vous donner des conseils comment écrire pour la radio, pour les émissions radio, pour que ce soit plus adapté pour des écouteurs au lieu de lecteurs. Et donc ici, ce sont les récapitulatifs. Donc, quels sont les avantages et les exemples de l'utilisation de certains canaux. Et le document suivant est un autre récapitulatif. Lui, c'est les différents types de produits. Alors, à quoi servent les produits écrits, les visuels, audio et autres. Voilà. Et avant de passer la parole à un de nos collègues pour un exemple concret, on veut juste encore vous informer du prochain webinaire. Donc là, on va parler de la valorisation, comment adopter, adapter et passer à l'échelle. Et ce webinaire aura lieu dans une semaine, donc le 30 mai, aussi un mardi et aussi à 11 h, donc à la même heure. Et comme chaque semaine, il faudra s'enregistrer pour obtenir votre lien Zoom pour pouvoir participer dans cette session.